Chaque matin, elle le voyait arriver en silence. Un petit garçon discret, seul et toujours affamé. Sans poser de questions, elle glissait de la nourriture sur la table, avec un sourire et un regard bienveillant. Personne ne savait ce qu'elle faisait. Elle ne cherchait ni reconnaissance, ni récompense. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que ce simple geste d'amour allait déclencher l'impensable. Un matin, le bruit des hélices a brisé la routine. Des hélicoptères ont atterri juste devant le petit restaurant, et en quelques secondes, tout a basculé. Qui était réellement ce garçon? Et pourquoi ces puissants étaient-ils venus pour lui? Reste jusqu'à la fin. Tu ne verras plus jamais un acte de bonté de la même manière. Bonjour, chers spectateurs, merci d'être ici. Laisse un like, abonne-toi à la chaîne et dis-nous en commentaire ce que tu as pensé de cette histoire et depuis quelle ville tu nous regardes. Maintenant, poursuivons avec l'histoire. Chaque matin, avant même que le soleil ne caresse les ruelles de Lyon, la petite boulangerie du coin s'animait avec le son familier de la machine à café et l'arôme envoûtant du pain frais. Juliette Armand, 34 ans, commençait sa journée derrière le comptoir, ses gestes précis mais son âme visiblement fatiguée. Ses yeux pourtant cherchaient toujours le même endroit, la table près de la fenêtre. C'était là, comme un rituel immuable, que s'asseyait Léo. Un garçon maigre, silencieux, enveloppé dans un sweatshirt bien trop grand pour sa petite silhouette. Il ne commandait jamais, ne parlait jamais. Il se contentait d'observer le monde extérieur à travers la vitre, comme s'il attendait quelque chose que tous les autres avaient déjà oublié. « Encore ce gamin !» marmonnait Marcel, le cuisinier, en jetant un regard désapprobateur vers la table. « Il prend de la place et ne consomme rien. » Juliette l'ignorait. Sans attirer l'attention, elle préparait chaque matin un sandwich chaud et un verre de lait. Elle déposait l'assiette devant lui avec une douceur silencieuse, ne recevant qu'un léger hochement de tête en guise de remerciement. Pour elle, ce moment représentait ce qu'il y avait de plus pur dans sa journée, un acte invisible aux yeux des autres clients affairés. Ce matin-là, cependant, quelque chose était différent. Léo avait apporté un petit cahier usé qu'il feuilletait nerveusement. Quand Juliette déposa son repas habituel, elle aperçut des dessins remarquablement détaillés d'une grande maison entourée d'arbres, avec une famille au visage flou. « C'est très beau », murmura-t-elle, surprise par sa propre audace de briser leur silence habituel. Le garçon leva les yeux vers elle, vraiment vers elle, pour la première fois. Ses pupilles dilatées trahissaient une émotion profonde, comme si personne ne s'était intéressé à son monde intérieur depuis longtemps. Il ouvrit la bouche, semblant sur le point de parler, quand la porte de la boulangerie s'ouvrit brutalement. « Juliette, dans mon bureau maintenant !» La voix tonnante de Monsieur Lefort, le gérant, résonna dans tout l'établissement. Si vous avez déjà croisé un regard qui cherchait simplement un peu d'attention, commentez croissant et abonnez-vous pour découvrir ce que Monsieur Lefort a découvert sur Juliette et Léo. Le cœur battant, Juliette suivit son patron dans l'étroit bureau à l'arrière de la boulangerie. La pièce sentait le café et le papier défraîchi des factures empilées. Monsieur Lefort, un homme trapu aux tempes grisonnantes, s'assit lourdement dans son fauteuil qui grinça sous son poids. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il jeta sur le bureau une feuille de calcul où il avait entouré en rouge plusieurs lignes. Nos stocks de pain et de lait diminuent étrangement chaque matin, et la caméra de surveillance m'a montré pourquoi. Il tourna son écran d'ordinateur vers elle. La vidéo montrait clairement Juliette préparant un sandwich et un verre de lait, puis les offrant au garçon silencieux sans encaisser de paiement. « Ceci est un commerce, Juliette, pas une œuvre de charité !» s'exclama-t-il en frappant le bureau du plat de la main. « Depuis combien de temps ça dure ?»« 3 mois, » répondit-elle doucement, redressant les épaules. « Mais je peux l'expliquer. »« Expliquer quoi? Que vous volez l'entreprise? Je paie ses repas. » Juliette sortit de sa poche une petite enveloppe contenant des billets soigneusement pliés. « Chaque vendredi, je mets l'équivalent dans la caisse. » Monsieur Lefort parut momentanément déstabilisé, mais se reprit rapidement. « Ce n'est pas la procédure. Qui est ce gamin d'abord? Pourquoi ne parle-t-il jamais? Il s'appelle Léo. Je ne sais rien d'autre. Mais il est différent. Seul, il a besoin d'aide. Ce n'est pas notre problème. »
trancha Lefort. Vous êtes serveuse, pas assistante sociale. Je ne veux plus le voir ici s'il ne consomme pas normalement. Juliette sentit une colère froide monter en elle. Il est juste un enfant, affamé. Oubliez, si personne d'autre ne s'en soucie, alors moi, je m'en soucierai. Elle sortit du bureau sans attendre sa réponse, les mains tremblantes. Dans la salle, elle chercha instinctivement la table près de la fenêtre, mais son cœur se serra. La place était vide. Le cahier de dessin gisait abandonné sur la table et Léo avait disparu. Si vous avez déjà défendu quelqu'un qui comptait pour vous malgré les conséquences, commentez courage et abonnez-vous pour découvrir où Léo a disparu. Le reste de la journée passa comme dans un brouillard pour Juliette. Ses gestes étaient mécaniques, servir, sourire, encaisser, mais son esprit restait fixé sur cette chaise vide près de la fenêtre. À plusieurs reprises, elle se surprit à regarder la porte, espérant voir apparaître la silhouette frêle de Léo. Lorsque son service prit fin, la nuit commençait déjà à tomber sur Lyon. Une pluie fine et glacée transformait les trottoirs en miroirs liquides. Juliette noua son écharpe en laine rouge autour de son cou et récupéra le cahier oublié sur la table. En l'ouvrant, elle découvrit d'autres dessins. Des ruelles sombres, un pont sur le Rhône, et toujours cette même maison avec des visages flous aux fenêtres. « Où es-tu » murmura-t-elle, scrutant l'obscurité grandissante. Une intuition la poussa à prendre un chemin différent de son trajet habituel. Elle s'enfonça dans les petites ruelles du vieux Lyon, inspectant les recoins, les porches, les abribus. La pluie s'intensifiait, trempant ses cheveux, mais elle persévéra, guidée par une détermination qu'elle ne s'expliquait pas. « Léo » appelait-elle doucement dans la nuit, un nom qu'elle n'avait jamais prononcé à voix haute auparavant. Près d'une laverie automatique dont les lumières fluorescentes projetaient un halo bleuté sur le trottoir mouillé, Juliette remarqua une petite ruelle. Entre deux grandes poubelles, elle aperçut un mouvement. Son cœur s'accéléra. Elle s'approcha lentement. « Léo, c'est moi, Juliette, de la boulangerie. » Recroquevillé contre le mur, trempé jusqu'aux os et grelottant, le garçon leva vers elle un regard terrifié. Ses lèvres bleues tremblaient. Dans sa main, il serrait une feuille de papier détrempée, un dessin à moitié effacé par la pluie. Sans hésitation, Juliette retira son manteau et l'enveloppa autour des épaules de l'enfant. « Viens avec moi, » dit-elle doucement. « Tu es en sécurité maintenant. » Pour la première fois, elle vit une lueur de confiance traverser son regard, et quand elle tendit sa main, il la prit. Ce qu'elle ignorait, c'est que 3 caméras de surveillance avaient capturé ce moment, et que des kilomètres plus loin, un homme puissant fixait son écran avec des larmes dans les yeux. Si vous avez déjà tendu la main à quelqu'un dans le besoin, commentez « abri » et inscrivez-vous pour découvrir qui est cet homme mystérieux qui observe Léo et Juliette. L'appartement de Juliette se trouvait sous les combles d'un vieil immeuble du 3e arrondissement. C'était un petit espace mansardé, modeste mais chaleureux, avec des poutres apparentes et des murs tapissés de livres. Des plantes vertes envahissaient chaque rebord de fenêtre, créant une atmosphère de jardin suspendu. « Bienvenue chez moi », dit-elle en allumant les lumières. Léo resta immobile sur le seuil, comme s'il craignait qu'entrer signifierait s'engager dans quelque chose d'irréversible. Ses yeux scrutaient chaque détail, chaque issue, avec la vigilance d'un animal habitué à fuir. « Je vais faire couler un bain chaud », continua Juliette d'une voix douce, « et préparer quelque chose à manger. Tu es en sécurité ici. » Dans la salle de bain, elle remplit la baignoire d'eau chaude, y ajouta un peu de sel d'Epsom pour apaiser les muscles endoloris. Elle déposa une serviette propre et un t-shirt qui lui servait de pyjama, bien trop grand pour le garçon, mais sec et doux. Quand elle revint, Léo avait finalement franchi le seuil. Il se tenait devant sa bibliothèque, observant les titres avec une curiosité non dissimulée. Ses doigts effleurèrent la tranche d'un livre illustré de constellations. « Tu aimes les étoiles ?» demanda Juliette. Il hocha la tête, un mouvement presque imperceptible. « Le bain est prêt. Pendant que tu te réchauffes, je vais préparer de la soupe. » Dans la cuisine minuscule, Juliette s'affaira, écoutant d'une oreille le clapotis rassurant de l'eau. Elle prépara une soupe de légumes, des tartines beurrées et un chocolat chaud épais. Ses gestes étaient précis, mais son esprit tourbillonnait. Qu'allait-elle faire demain?
Dans une semaine, elle venait d'accueillir chez elle un enfant dont elle ne savait rien, pas même son nom de famille. Lorsque Léo émergea de la salle de bain, les cheveux humides et le corps enveloppé dans son t-shirt trop grand, il semblait transformé. Le simple fait d'être propre et au chaud lui donnait l'apparence d'un enfant ordinaire. Il s'assit timidement à table et pour la première fois, mangea sans hésitation, comme si un barrage avait cédé. Ce fut au moment où Juliette débarrassait les bols vides qu'un bruit sourd la fit sursauter. Quelqu'un frappait à sa porte, avec force, insistance, autorité. Si vous avez déjà ressenti cette peur glacée quand quelqu'un frappe à votre porte tard le soir, commentez minuit et abonnez-vous pour découvrir qui se trouve derrière la porte de Juliette. Juliette sentit son cœur s'arrêter. Les coups à la porte résonnèrent à nouveau, plus fort cette fois. Léo se figea, ses yeux s'écarquillant de terreur. En une fraction de seconde, il glissa sous la table, se recroquevillant comme s'il cherchait à disparaître. « Cache-toi dans la salle de bain », chuchota Juliette en l'aidant à se relever. « Ferme la porte à clé, n'ouvre à personne sauf moi. » Une fois l'enfant hors de vue, elle prit une profonde inspiration et s'approcha de la porte. Sa main tremblait légèrement quand elle regarda par le judas. Ce qu'elle vit la déstabilisa complètement. Un homme en costume sombre se tenait dans le couloir. Grand, la quarantaine élégante malgré des traits tirés par l'épuisement. Il était accompagné d'une femme en tailleur strict qui semblait balayer le couloir du regard avec une attention professionnelle. « Mademoiselle Armand » appela l'homme d'une voix grave mais contrôlée. « Je sais que vous êtes là, nous devons parler. » Juliette entr'ouvrit la porte, maintenant la chaîne de sécurité en place. « Qui êtes-vous » ? « Gabriel Dumas » répondit-il, en présentant une carte professionnelle, PDG de Lumina Technology. Le nom lui était vaguement familier, une entreprise technologique française qui faisait régulièrement la une des journaux économiques. Mais pourquoi son dirigeant se trouvait-il devant sa porte à cette heure tardive? « Que voulez-vous »« Je cherche mon fils. » La voix de l'homme se brisa légèrement sur ces mots. « Léo Dumas. Il a disparu il y a 3 mois. Nous avons des raisons de croire qu'il se trouve avec vous. » Juliette sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Votre fils ?» Gabriel sortit son téléphone et lui montra une photo. C'était indéniablement Léo, mais différent. Souriant, les cheveux bien coiffés, vêtu d'un uniforme scolaire élégant. À côté de lui, Gabriel souriait fièrement, son bras autour des épaules du garçon. « Comment m'avez-vous trouvé ?» demanda Juliette, la gorge nouée. « Les caméras de sécurité de la ville. L'une d'elles vous a filmé l'emmenant ici, ce soir. » Le cerveau de Juliette tournait à toute vitesse. Était-ce vraiment son père? Pourquoi Léo avait-il fugué? Pourquoi n'avait-il jamais mentionné sa famille? Elle n'eut pas le temps de réfléchir davantage. Derrière elle, la porte de la salle de bain s'ouvrit lentement. Léo se tenait dans l'encadrement, tremblant, les yeux rivés sur l'homme au-delà de la porte entr'ouverte. Si vous avez déjà été témoin d'une réunion déchirante entre des êtres séparés, commentez Retrouvailles et abonnez-vous pour découvrir comment Léo va réagir face à son père. Un silence assourdissant envahit l'appartement. Juliette observait Léo qui fixait son père à travers l'entrebâillement de la porte. Le visage du garçon était une toile où se peignaient 1000 émotions contradictoires. Peur, tristesse, colère, mais aussi une indéniable lueur de reconnaissance. « Léo » murmura Gabriel, sa voix soudain dépouillée de toute assurance. « Mon fils » Juliette retira la chaîne de sécurité et ouvrit complètement la porte. L'homme fit un pas hésitant vers l'intérieur, mais s'arrêta, comme s'il craignait qu'un mouvement trop brusque ne fasse fuir l'enfant à nouveau. La femme en tailleur resta dans le couloir, discrète mais vigilante. « Ça fait 3 mois », dit Gabriel, ses yeux ne quittant jamais ceux de son fils. « 3 mois sans savoir si tu étais vivant, en sécurité ?» Léo recula d'un pas, ses mains agrippant le cadre de la porte de la salle de bain. Juliette s'approcha instinctivement de lui, protectrice. « Il n'a pas prononcé un mot depuis que je le connais », expliqua-t-elle doucement. « Il vient à la boulangerie chaque matin, s'assoit près de la fenêtre. Il ne parle plus depuis... » Gabriel s'interrompit, passa une main tremblante sur son visage. « Depuis l'accident. Sa mère, ma femme, elle est tombée gravement malade il y a 8 mois. Cancer fulgurant.
Nous l'avons perdu en quelques semaines. Juliette sentit son cœur se serrer. Elle regarda Léo avec une nouvelle compréhension. Après les funérailles, il s'est replié sur lui-même, continua Gabriel. Puis un matin, il avait disparu, juste disparu. J'ai mobilisé des détectives privés, la police, des volontaires. Rien, jusqu'à ce soir. Léo avança soudain d'un pas, puis s'arrêta, comme tiraillé entre deux mondes. Ses yeux allaient de son père à Juliette, puis à nouveau vers son père. Gabriel s'agenouilla lentement, se mettant à hauteur de son fils. « Je sais que j'ai été absent, perdu dans mon chagrin et mon travail. Je t'ai négligé quand tu avais le plus besoin de moi. Je n'ai pas su voir ta souffrance. » Les yeux de Léo se remplirent de larmes. Ses lèvres tremblèrent, comme s'il luttait pour trouver des mots longtemps enterrés. « Je ne te forcerai pas à rentrer, » murmura Gabriel. « Mais s'il te plaît, ne disparais plus jamais comme ça. » C'est alors que Léo fit quelque chose qui stupéfia Juliette. Il tendit la main vers la table et saisit son carnet de dessin. Si vous avez déjà vu quelqu'un communiquer avec son cœur quand les mots lui manquent, commentez « silence » et abonnez-vous pour découvrir le message caché dans les dessins de Léo. Les mains de Léo tremblaient légèrement lorsqu'il ouvrit son carnet de dessin. Il le feuilleta jusqu'à trouver une page précise, puis la tourna vers son père. Gabriel s'avança, prit délicatement le carnet et examina l'illustration. Juliette se pencha pour regarder par-dessus son épaule. Le dessin montrait la grande maison que Léo esquissait souvent, mais cette fois avec plus de détails. Au premier plan se tenaient 3 silhouettes. Un homme grand, aux traits tirés, assis seul à une immense table de dîner, un petit garçon recroquevillé dans un coin de sa chambre. Et entre les deux, comme un fantôme translucide, une femme aux longs cheveux qui semblait tendre les bras vers eux sans pouvoir les toucher. Gabriel étouffa un sanglot. « Claire » murmura-t-il, effleurant du doigt la silhouette féminine. « Ta maman nous manque tellement. » Léo tourna une autre page. Cette fois, le dessin montrait la boulangerie, avec Juliette tendant un sandwich au petit garçon. La scène était baignée de couleurs chaudes, contrastant fortement avec les tons gris et bleus du dessin précédent. « C'est elle qui t'a nourri, qui a pris soin de toi, » dit Gabriel en regardant Juliette avec une gratitude infinie. « Quand moi, ton propre père, je n'ai pas su voir que tu t'éloignais. » Léo hocha la tête, puis tourna encore une page. Le nouveau dessin représentait 3 personnes, main dans la main, l'homme, le garçon et Juliette, devant une structure qui ressemblait à un grand bâtiment ensoleillé. Un silence chargé d'émotions envahit la pièce. Juliette sentit ses joues s'empourprer, ne sachant comment interpréter cette inclusion d'elle-même dans ce qui semblait être une projection du futur, imaginée par Léo. Gabriel releva les yeux vers elle. « Vous l'avez sauvé », dit-il simplement. « Quand personne d'autre ne faisait attention, vous avez vu un enfant qui souffrait et vous avez agi. N'importe qui aurait fait pareil, » murmura Juliette, embarrassée. « Non », répondit Gabriel avec conviction. « Pas n'importe qui. La plupart des gens auraient détourné le regard. Vous avez choisi de voir. » Il se tourna vers son fils et, avec une douceur infinie, posa sa main sur son épaule. « Léo, nous devons rentrer à la maison maintenant. Mais je te promets que les choses seront différentes. » Le garçon jeta un regard désespéré vers Juliette, comme s'il craignait de la perdre après l'avoir trouvée. « Peut-être, » commença Gabriel, suivant le regard de son fils, « peut-être que mademoiselle Armand pourrait venir dîner chez nous demain soir. Si vous avez déjà ressenti ce mélange d'espoir et d'appréhension face à un nouveau départ, commentez promesse et abonnez-vous pour découvrir comment va évoluer cette relation naissante entre 3 âmes blessées. » Le lendemain, Juliette se présenta à la boulangerie avec un sentiment étrange de finalité. Monsieur Lefort l'attendait, son visage fermé annonçant la suite inévitable des événements. « J'ai réfléchi à votre situation, » commença-t-il sans préambule, « et j'ai pris ma décision. »« Je comprends, » répondit-elle doucement. « Je démissionne. » Une brève lueur de surprise traversa le regard du gérant qui s'attendait visiblement à devoir la licencier. Il hocha simplement la tête, lui tendit une enveloppe contenant sa dernière paie et l'affaire fut réglée en moins de 10 minutes. En quittant la boulangerie, Juliette ressentit un mélange de tristesse et de libération.
Pendant 6 ans, elle avait travaillé dans ce lieu, servant des inconnus, observant la vie s'écouler derrière le comptoir. Maintenant, elle se retrouvait brusquement face à un avenir sans repère. Le soir venu, un taxi la déposa devant une imposante maison de Fourvière, sur les hauteurs de Lyon. C'était exactement celle des dessins de Léo, réalisés dans un style néoclassique avec un jardin impeccablement entretenu. Juliette s'arrêta un instant devant le portail, intimidée par cette manifestation tangible de la différence sociale qui la séparait de la famille Dumas. Gabriel vint l'accueillir en personne. Il portait une tenue plus décontractée que la veille, un simple pull bleu marine sur un jean qui adoucissait sa présence imposante. « Merci d'être venu », dit-il en la guidant à l'intérieur. « Léo vous attend avec impatience. » La maison était spacieuse et décorée avec goût, mais Juliette fut frappée par son atmosphère étrangement impersonnelle, comme si elle attendait encore que ses habitants y insufflent véritablement la vie. Dans le salon, Léo était assis sur un canapé feuilletant un livre de photographie. Lorsqu'il aperçut Juliette, son visage s'illumina d'une façon qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Il se leva d'un bond et, à sa grande surprise, se précipita vers elle pour l'enlacer. C'est la première fois qu'il montre autant d'affection depuis... Gabriel s'interrompit, ému. Au cours du dîner, préparé par une cuisinière professionnelle, Juliette apprit davantage sur leur vie. Gabriel était un entrepreneur brillant qui avait bâti une entreprise spécialisée dans les technologies médicales. Claire, son épouse, avait été neurologue, passionnément impliquée dans la recherche sur les troubles du développement chez l'enfant. « Elle aurait adoré vous rencontrer », dit Gabriel en remplissant son verre de vin. Elle croyait profondément au pouvoir des connexions humaines. Si vous avez déjà senti que certaines rencontres semblent orchestrées par le destin, commentez Constellation et abonnez-vous pour découvrir la proposition inattendue que Gabriel va faire à Juliette. Le dessert venait d'être servi, une tarte aux pommes dont l'odeur de cannelle embaumait la salle à manger, quand Gabriel posa ses couverts et regarda Juliette avec une expression déterminée. « J'ai une proposition à vous faire », dit-il. « Et je vous demande simplement d'y réfléchir avant de répondre. » Juliette hocha la tête, intriguée mais légèrement sur ses gardes. « Léo a besoin d'une présence stable dans sa vie, » poursuivit Gabriel. « Et manifestement, il vous fait confiance d'une façon qu'il ne m'accorde plus. » Il jeta un regard vers son fils qui mangeait tranquillement sa tarte, apparemment absorbé par son dessert, mais Juliette pouvait voir qu'il écoutait attentivement. « Je voudrais vous engager comme tutrice personnelle pour Léo », annonça finalement Gabriel. « Vous vivriez ici, dans l'aile des invités. Vous l'accompagneriez quotidiennement, l'aideriez à réintégrer progressivement l'école, et peut-être l'encourageriez-vous à retrouver sa voie. » Juliette resta stupéfaite. « Mais je n'ai aucune formation en éducation spécialisée, » objecta-t-elle. « Je ne suis qu'une serveuse de boulangerie. »« Vous êtes bien plus que ça, » répondit Gabriel avec conviction. « Vous êtes la personne qui a su voir mon fils quand il était invisible pour le reste du monde. Vous êtes celle vers qui il s'est tourné quand il avait besoin d'aide. Les diplômes ne peuvent pas enseigner ce genre d'intuition. » Léo leva les yeux de son assiette et fixa Juliette avec un regard suppliant qui en disait plus long que tous les mots. « Le salaire serait généreux, bien sûr, » continua Gabriel. « Vous auriez vos week-ends libres et... » « Ce n'est pas une question d'argent, » l'interrompit doucement Juliette. « C'est une décision qui changerait complètement ma vie, et la vôtre, et celle de Léo. » Gabriel acquiesça. « Je comprends. Prenez le temps qu'il vous faut pour réfléchir. » Après le dîner, pendant que Gabriel passait quelques appels professionnels, Léo emmena Juliette dans sa chambre. C'était une grande pièce aux murs bleu pâle, remplie de livres, de jouets et d'équipements électroniques qui semblaient à peine utilisés. Dans un coin, un télescope était pointé vers la fenêtre. « Tu aimes vraiment les étoiles, n'est-ce pas ?» murmura Juliette. Pour toute réponse, Léo ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit un autre carnet, plus ancien et plus usé que celui qu'elle connaissait. Il l'ouvrit à la première page. « Si vous avez déjà été confronté à une décision qui pouvait changer le cours de votre existence, commentez Carrefour et abonnez-vous pour découvrir le contenu mystérieux de ce second carnet de Léo. »
Le carnet que Léo tendait à Juliette était différent de celui qu'elle avait l'habitude de voir. Plus épais, relié en cuir bleu nuit, il semblait être un objet précieux. Sur la première page, une inscription soignée « Pour mon étoile, avec tout mon amour, maman ». Juliette tourna les pages avec précaution. Ce n'étaient pas des dessins d'enfants qui s'offraient à ses yeux, mais des notes scientifiques méticuleusement rédigées, accompagnées de croquis astronomiques d'une précision surprenante. Des constellations, des planètes, des phénomènes célestes, tous annotés d'une élégante écriture féminine, complétée par des ajouts maladroits mais enthousiastes d'une main d'enfant. « C'est un journal d'observation que tu tenais avec ta mère ?» demanda doucement Juliette. Léo hocha la tête, puis tourna les pages jusqu'à arriver aux dernières entrées. L'écriture de Claire s'y faisait plus tremblante, moins assurée. La dernière page complétée montrait une constellation que Juliette ne reconnaissait pas avec cette note. « Même quand on ne me verra plus, je brillerai toujours pour toi, mon petit astronome. » Les larmes montèrent aux yeux de Juliette. Elle comprenait maintenant pourquoi Léo regardait si souvent vers le ciel. Ce n'était pas seulement une passion pour l'astronomie, c'était sa façon de rester connecté à sa mère. Léo se dirigea ensuite vers son télescope et fit signe à Juliette de s'approcher. Elle se pencha pour regarder dans l'oculaire. L'image était floue au début, puis elle distingua un amas d'étoiles brillant intensément dans l'obscurité. « Les Pléiades », murmura-t-elle, reconnaissant la célèbre constellation. Léo sortit un stylo et écrivit sur un post-it qu'il colla ensuite à côté du télescope. Maman disait que c'était comme une famille d'étoiles qui restent toujours ensemble. C'était la première fois qu'il communiquait directement avec elle par des mots écrits. Juliette sentit le poids de cette confiance accordée. Quand Gabriel vint les chercher quelques minutes plus tard, il trouva son fils blotti contre Juliette devant la fenêtre, tous deux contemplant le ciel étoilé. Il s'arrêta sur le seuil, frappé par la scène. « Je vais le remettre au lit », proposa-t-il doucement. Léo se raidit légèrement, mais Juliette lui sourit avec encouragement. « Ton père peut te border ce soir. Je reviendrai bientôt, je te le promets. Si vous avez déjà trouvé du réconfort dans les étoiles pendant les nuits difficiles, commentez « Ciel » et abonnez-vous pour découvrir la décision finale de Juliette concernant la proposition de Gabriel. Gabriel raccompagna Juliette jusqu'au salon après avoir bordé Léo. Un silence confortable s'installa entre eux pendant qu'ils servaient 2 verres de cognac. « Il vous a montré le carnet d'astronomie », dit-il en lui tendant un verre. Ce n'était pas une question. « Oui », répondit Juliette, acceptant la boisson ambrée. C'était le projet qu'il partageait avec Claire. Gabriel acquiesça, les yeux perdus dans les reflets du liquide. Tous les vendredis soirs, c'était leur rituel sacré. Peu importe mes réunions, peu importe la météo, ils sortaient observer le ciel. Claire avait cette façon extraordinaire de rendre la science accessible et magique à la fois. Il s'assit en face de Juliette, son visage soudain ombragé par la culpabilité. Pendant sa maladie, j'ai engagé les meilleurs médecins, mobilisé toutes les ressources de mon entreprise. Mais je n'ai pas su être présent émotionnellement, ni pour elle, ni pour Léo. Vous étiez en deuil, vous aussi, dit doucement Juliette. J'ai fait ce que je sais faire, m'immerger dans le travail, chercher des solutions concrètes. Quand Claire est partie, sa voix se brisa. Léo a arrêté de parler le jour de l'enterrement, comme si sa voix était partie avec elle. Juliette contempla les étoiles à travers la grande baie vitrée du salon. Il communique autrement, par ses dessins, par ses gestes, et maintenant, par écrit. « Avec vous », précisa Gabriel, « pas avec moi ». Elle se tourna vers lui, frappée par la vulnérabilité qu'elle percevait chez cet homme, visiblement habitué à contrôler son environnement. « J'accepte votre proposition », dit-elle soudainement. « Mais j'ai mes conditions. » Gabriel se redressa, attentif. « Je ne serai pas simplement une employée dans cette maison. Si je dois aider Léo, j'ai besoin d'avoir votre confiance et votre soutien complet. Nous devons travailler ensemble. »« Bien sûr », acquiesça-t-il. « Et je veux qu'on consulte un spécialiste, un thérapeute expérimenté dans le mutisme sélectif. Léo a besoin d'une aide professionnelle que ni vous ni moi ne pouvons lui offrir seuls. » Gabriel hocha la tête, l'expression résolue. «
J'aurais dû le faire depuis longtemps. Enfin, conclut Juliette, je garderai mon appartement. Au moins pendant les premiers mois, j'ai besoin de conserver un espace à moi. Elle s'attendait à une objection, mais Gabriel accepta sans hésiter. Quand pourriez-vous commencer ? Lundi prochain, j'ai besoin de quelques jours pour organiser ma nouvelle vie. Si vous avez déjà pris une décision qui vous faisait peur, mais qui semblait être la seule voie juste, commentez, courage et abonnez-vous pour découvrir les premiers jours de Juliette dans son nouveau rôle auprès de Léo. Le premier jour officiel de Juliette, dans la maison des Dumas, débuta par une aube grise et pluvieuse. Elle arriva à 7 heures précises, une valise modeste à la main et le cœur battant d'appréhension. La gouvernante, Madame Mercier, une femme d'une 60aine d'années, au chignon impeccable, l'accueillit avec une politesse distante et la conduisit vers l'aile est de la demeure. « Voici vos quartiers, mademoiselle Armand », annonça-t-elle en ouvrant une porte. « Monsieur Dumas a demandé qu'on vous installe près de la chambre du petit. » Juliette découvrit un appartement composé d'un salon, d'une chambre spacieuse et d'une salle de bain privative. La décoration, dans des tons de bleu pâle et de blanc, était élégante mais impersonnelle, comme le reste de cette immense maison. « C'est parfait, merci », dit-elle en déposant sa valise. « Le petit déjeuner est servi à 7h30. Monsieur prend généralement le sien dans son bureau les jours de semaine. Le jeune maître vous attend sans doute avec impatience. » En effet, lorsque Juliette frappa à la porte de Léo quelques minutes plus tard, il ouvrit presque immédiatement, comme s'il guettait son arrivée. Son visage s'illumina, mais il semblait aussi anxieux, comme s'il craignait qu'elle n'ait changé d'avis pendant le week-end. Juliette lui tendit un petit paquet, un cadeau pour marquer ce nouveau départ. Léo déchira le papier avec précaution pour découvrir un carnet à couverture étoilée, accompagné d'un stylo à encre bleue. « C'est pour que tu puisses m'écrire quand tu veux me dire quelque chose », expliqua-t-elle. « Je ne m'attends pas à ce que tu parles si tu n'es pas prêt, mais j'aimerais connaître tes pensées. » Il saisit immédiatement le stylo et écrivit sur la première page « Merci d'être venu ». La matinée fut consacrée à établir une routine. Gabriel avait laissé un emploi du temps détaillé, élaboré avec l'aide du thérapeute qu'ils avaient consulté ensemble, Dr Moreau, une spécialiste renommée des troubles anxieux chez l'enfant. À 10 heures, une tutrice arriva pour reprendre les leçons académiques avec Léo. Mademoiselle Laurent, une jeune femme énergique aux cheveux roux flamboyants, parut soulagée de rencontrer Juliette. « Il est brillant », confia-t-elle pendant que Léo résolvait des équations mathématiques, particulièrement en sciences et en mathématiques, mais il refusait complètement de communiquer avant. « Je vois qu'il utilise maintenant ce carnet, c'est un énorme progrès. Si vous avez déjà été témoin de la façon dont de petits changements peuvent signaler de grands progrès, commentez étape et abonnez-vous pour découvrir comment va évoluer la relation entre Juliette, Léo et Gabriel au fil des semaines. » Les semaines passèrent et un rythme s'installa progressivement dans la grande maison Dumas. Chaque matin, Juliette et Léo prenaient le petit déjeuner ensemble dans la véranda ensoleillée. Ils communiquaient de plus en plus par écrit, remplissant son carnet de phrases courtes mais révélatrices. « Faites un cauchemar cette nuit. Envie d'aller au planétarium. Papa a l'air fatigué. » Gabriel rentrait souvent tard, mais faisait visiblement des efforts pour être présent. Tous les mercredis soirs, sans exception, il annulait ses rendez-vous pour dîner avec son fils et Juliette. Ces moments, d'abord empreints de maladresse, devenaient peu à peu des instants précieux où les trois apprenaient à former une étrange famille recomposée. Un soir d'octobre, alors que les feuilles des marronniers du jardin avaient viré à l'or, Gabriel rentra plus tôt que d'habitude. Il trouva Juliette et Léo dans le salon, penchés sur un devoir de science. « J'ai une surprise », annonça-t-il. « Pour nous trois. » Léo leva des yeux curieux vers son père. « J'ai réservé pour le week-end au chalet de Chamonix, celui où nous allions avec maman. » Le visage de Léo se figea dans une expression indéchiffrable. Juliette sentit immédiatement la tension qui envahissait son petit corps. « C'est une excellente idée », intervint-elle doucement. « Mais peut-être devrions-nous en discuter avec Léo d'abord ?» Gabriel parut décontenancé. Je pensais lui faire plaisir. Nous avions l'habitude d'y aller chaque automne.
Léo sortit son carnet et écrivit fébrilement « Je ne veux pas y aller ». Le visage de Gabriel se décomposa. « Mais pourquoi? Tu adorais cet endroit. »« Avec maman », écrivit Léo, appuyant si fort sur le stylo que le papier se déchira légèrement. Un silence lourd s'installa dans la pièce. Juliette observa le père et le fils, séparés par un gouffre d'émotions non exprimées. « Je comprends », dit finalement Gabriel, en s'asseyant près de son fils. Ce serait différent sans elle, et peut-être trop douloureux. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Juliette vit des larmes briller dans les yeux de Léo. Gabriel tendit une main hésitante et, miracle, son fils ne la repoussa pas. « Et si nous créions un nouveau souvenir, quelque part d'autre, suggéra Juliette, un endroit que vous n'avez jamais visité ensemble ?» Léo réfléchit un moment, puis écrivit « La mer. Je n'ai jamais vu la mer. » Gabriel échangea un regard avec Juliette. « La Méditerranée est à seulement quelques heures de route. Si vous avez déjà senti qu'un voyage pouvait représenter bien plus qu'un simple déplacement géographique, commentez Horizon et abonnez-vous pour découvrir ce que cette première escapade va révéler sur nos trois personnages. » La petite ville côtière de Cassis les accueillit sous un ciel d'un bleu limpide, contrastant avec l'automne lyonnais qu'ils avaient laissé derrière eux. Gabriel avait réservé une villa surplombant la mer, avec une terrasse qui semblait suspendue entre ciel et eau. Léo resta immobile, face à l'immensité bleue, comme hypnotisé par le mouvement perpétuel des vagues. Juliette l'observait à distance, lui laissant l'espace d'apprivoiser cette nouveauté. Depuis 3 mois qu'elle travaillait auprès de lui, elle avait appris à reconnaître ces moments où il avait besoin de solitude pour intégrer une émotion forte. Gabriel s'approcha d'elle, 2 verres de citronnade à la main. « Je n'avais jamais remarqué à quel point il pouvait être contemplatif, » murmura-t-il. Avant la mort de Claire, il était toujours en mouvement, parlant constamment, posant 1000 questions. « Le traumatisme change les gens, » répondit doucement Juliette. « Même les enfants, surtout les enfants. » Le week-end se déroula dans une paix inattendue. Ils explorèrent les calanques en petits bateaux, Léo prenant des photos avec l'appareil que Gabriel lui avait offert. Ils mangèrent des glaces sur le port, collectèrent des coquillages sur la plage. De petits moments de normalité qui semblaient miraculeusement guérisseurs. Le samedi soir, après avoir bordé Léo, Juliette rejoignit Gabriel sur la terrasse. La nuit était tombée et la mer n'était plus qu'une présence obscure au loin, ponctuée par les lumières des bateaux au large. « Il a écrit 3 pages dans son journal aujourd'hui », dit-elle en acceptant le verre de vin qu'il lui tendait. « C'est un record. Le docteur Moreau dit que c'est un excellent signe, » approuva Gabriel. Elle pense qu'il pourrait recommencer à parler quand il sera prêt, quand il aura suffisamment confiance. Ils restèrent silencieux un moment, savourant la brise marine et la sérénité du moment. « Juliette, » commença Gabriel avec une hésitation inhabituelle, « je voulais vous remercier. Pas seulement pour Léo, pour moi aussi. » Elle tourna les yeux vers lui, surprise par le ton intime. « Avant votre arrivée, cette maison n'était plus un foyer, » poursuivit-il. « C'était juste un lieu où 2 personnes brisées cohabitaient sans savoir comment se réparer l'une l'autre. » Juliette sentit une chaleur imprévue l'envahir, qui n'avait rien à voir avec le vin. « Je me suis attachée à vous 2, » admit-elle, « bien plus que je ne l'aurais imaginé. » Leurs regards se croisèrent avec une nouvelle intensité, chargée de non-dits et de possibilités. Mais avant que l'un d'eux ne puisse ajouter quoi que ce soit, un bruit attira leur attention. Si vous avez déjà ressenti ce moment de suspens où tout peut basculer dans une nouvelle direction, commentez Vague et abonnez-vous pour découvrir qui vient d'interrompre ce moment entre Gabriel et Juliette et ce que cela va changer dans leur relation.